Bien, eh bien, je vous propose de reprendre cette journée d'échange. Donc, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, puisque maintenant nous allons évoquer avec 5 ou 6 présentations les principaux résultats du rapport de l'IRSN sur la toxicologie du tritium. Et sans attendre, je donne la parole à Dominique Laurier, qui est chef du service de recherche sur les effets biologiques et sanitaires des rayonnements ionisants à l'IRSN, et qui va nous faire une première présentation générale sur ce rapport. Dominique. Je pense que vous m'entendez là. Oui. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par un rapide survol du rapport sur la toxicologie du tritium dans son ensemble. Slide suivante. Je n'ai pas la main pour les passer, je pense. Voilà, donc pour rappeler le contexte, donc ce rapport, en fait, il avait pour objectif d'amener des éléments de réponse à certaines questions qui étaient soulevées, en particulier dans le livre blanc de l'ASN, qui a été présenté par M. Quintin ce matin, en 2010, mais également recommandations issues du rapport Unscare de 2016, qui était spécifique sur les effets du tritium. Et puis les complémentaires à 2 autres rapports, le rapport de 2017 de l'IRSN sur le tritium dans l'environnement, en particulier ce qu'a présenté Marc Glaise ce matin, et puis un autre rapport publié en 2020 sur le tritium et les eaux de boisson, sur lequel reviendra Michel Baudry en fin d'après-midi. Next slide suivante. Prendre le contrôle. OK. On prend le contrôle. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un l'a. Je reprends. OK. Voilà, donc l'objectif du rapport, eh bien, c'était de faire le point sur l'état des connaissances relatives aux effets biologiques du tritium, mais plus particulièrement, eh bien, le rapport il détaille les études expérimentales qui ont été menées en radiotoxicologie humaine par l'IRSN en collaboration étroite avec les Canadian Nuclear Laboratories, sur le site de Shulk River au Canada. Le rapport il s'est intéressé à 5 axes principaux. Le premier, c'est la biocinétique. Le second, c'est les dommages à l'ADN et les effets cytogénétiques, la toxicité tissulaire, les effets sur l'embryon et pour finir, l'efficacité biologique relative du tritium. Donc, je pense que dans les présentations qui vont suivre, eh bien, il y aura pas mal d'éléments d'information par rapport à plusieurs questions qui ont été soulevées dans les présentations de ce matin. Une des caractéristiques du programme de recherche qui a été mis en place, c'était la diversité des effets biologiques mesurés, donc à la fois sur des modèles biologiques de rongeurs, donc toxicologie humaine, et puis de poissons, toxicologie environnementale. Une autre caractéristique, eh bien, c'est que ce rapport, il s'est tout particulièrement intéressé aux effets du tritium organiquement lié, le TOL, pour lesquels eh bien, les effets biologiques sont moins bien documentés que ceux du tritium libre. Et puis, dernière caractéristique, eh bien, des conditions d'exposition via l'ingestion sur des durées particulièrement longues, jusqu'à plusieurs mois, qui permettent de mimer une exposition chronique avec différents niveaux de concentration considérés, dont les plus faibles s'approchaient de situations environnementales. D'un point de vue, très schématiquement, d'un point de vue protocole, ce qui a été fait en radiotoxicologie humaine, donc porté sur des rongeurs, des souris, toutes de même lignée, de même type, des souris mâles âgées de 6 semaines, 6 à 10 souris par groupe, avec différents groupes, donc avec différents niveaux de contamination au tritium dans l'eau de boisson, sur des durées variant de 1 mois jusqu'à 8 mois. Et donc avec ce qui correspond à des doses cumulées de l'ordre de 0,1 jusqu'à plus de 200 mg. Et puis ensuite, eh bien, un suivi de ces animaux et des euthanasies à différents temps pour les prélèvements des matrices biologiques et les analyses toxicologiques. Pour ce qui est du modèle environnemental, hein, donc 2 modèles ont été considérés. Le premier, c'était le stade embryo-larvaire du poisson zèbre, avec des contaminations jusqu'à plusieurs temps après fécondation, jusqu'à 10 jours après fécondation. Là aussi, avec des concentrations de tritium variant plus ou moins élevées dans le milieu, dans l'eau, avec des doses cumulées qui correspondent de 2 mg jusqu'à plus de 800 mg.
Deuxième modèle était un modèle de poisson adulte, de poisson tête de boule, avec 2 mois d'exposition, puis suivi de 2 mois de d'épuration. Et là, avec 2 situations d'exposition, à la fois en milieu expérimental, donc en laboratoire, et puis exposition in situ sur site, en milieu naturel, donc des poissons encagés sur le site de Shoal River au Canada, là avec des concentrations qui sont très faibles, de l'ordre de 0,2 jusqu'à 0,09 mg pour les différentes doses. Voilà, alors si on veut replacer ces expérimentations par rapport à une échelle de concentration, présentée ici en kilo-becquerel par litre de tritium, si on reprend les expérimentations environnementales, eh bien voilà comment se positionnent les expérimentations qui ont été réalisées avec des niveaux qui sont plus faibles sur le terrain que sur le laboratoire. Et si on veut comparer à des références, eh bien ces niveaux en laboratoire, les niveaux en laboratoire ont été estimés, enfin ont été fixés par équivalence en dose avec les valeurs de référence qui sont utilisées pour la radioprotection environnementale pour les organismes aquatiques qu'on appelle des DCRL qui vous sont représentés ici. Si on compare avec les niveaux environnementaux moyens actuels, on voit que même pour les expositions en terrain, donc les poissons boules encagés, eh bien on reste à des niveaux qui sont supérieurs aux niveaux qu'on peut rencontrer dans l'environnement en France. Si on s'intéresse maintenant aux expérimentations de toxicologie humaine, donc réalisées sur la souris, voilà comment se positionnent les différents niveaux de contamination. Et là, la comparaison, la référence à laquelle on peut se rattacher, c'est les niveaux réglementaires dans l'eau de boisson en France et puis au Canada, la valeur canadienne correspondant à la valeur recommandée par l'OMS. Et c'est des concepts sur lesquels reviendra Michel Bautry dans sa présentation cet après-midi. Donc voilà très schématiquement comment se positionnent les expérimentations. Voilà, maintenant on va maintenant passer aux présentations suivantes. Donc ce matin, avant le déjeuner, on va avoir 2 autres présentations sur la biocinétique, sur les dommages à l'ADN faits par François Paquet et par Laurence Roy avant un temps d'échange, le déjeuner. Et on viendra cet après-midi avec 3 présentations complémentaires sur la toxicité tissulaire, sur les effets sur l'embryon et sur l'efficacité biologique du tritium, qui seront suivis là aussi d'un temps d'échange. Voilà, avant de passer aux autres présentations, je tiens à remercier donc les différentes personnes qui ont été impliquées soit dans les expérimentations, soit dans les analyses qui ont suivi, que ce soit à l'IRSN ou au CNL. Et puis, sans transition, on va passer à la première présentation de François Paquet sur la biocinétique du tritium. François, la parole est à toi. Bonjour à tous. Écoutez, je vais effectivement vous parler des biocinétiques du tritium, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais passer un tout petit peu de temps à vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ces biocinétiques. Les biocinétiques vont, comme leur nom l'indique, en fait, décrire les vitesses d'entrée et de sortie des éléments radioactifs dans l'organisme. Cela va permettre en premier lieu de déterminer la dose reçue, simplement parce que le temps de rétention des radionucléides influe directement sur la dose délivrée. En fait, plus longtemps il restera dans l'organisme, le radionucléide, plus il aura de probabilité de se désintégrer, et donc plus grande sera la dose. En second lieu, cela nous permet d'identifier les organes cibles, soit les organes où la dose sera la plus importante. Et cela est particulièrement important dans le cas des radionucléides émetteurs alpha ou bêta, qui ont un très faible parcours et qui, en se désintégrant, n'émettent donc des rayonnements que dans l'organe où ils sont accumulés. Enfin, ces études permettent de détecter une éventuelle bioaccumulation, qui a été évoquée tout à l'heure par Pierre Barbet, ou une concentration des radionucléides dans les tissus, qui peuvent évidemment accroître le risque de développer des pathologies. Pour le tritium, nous sommes relativement chanceux parce que nous disposons de très nombreuses données de biocinétique qui proviennent à la fois d'expérimentations animales, mais également de cas de contamination humaine, volontaire ou accidentelle. Ces données nous ont permis de développer des modèles biocinétiques qui décrivent donc l'accumulation, la rétention, l'excrétion du tritium dans de très nombreuses situations. Nous avons ainsi un modèle pour l'inhalation de tritium qui décrit sa rétention dans les voies pulmonaires selon sa forme physico-chimique, un modèle pour l'ingestion de tritium qui décrit le devenir du tritium dans les voies digestives selon sa forme physico-chimique, un modèle qui décrit l'entrée du tritium et le devenir du tritium une fois qu'il a passé les barrières pulmonaires ou digestives, donc qui décrit son entrée sous forme d'eau triciée, HTO, ou un modèle qui décrit son entrée sous forme organique, qu'on appelle OBT en anglais, ou TOL en français, que j'évoquerai tout à l'heure dans cette présentation.
Ne figurent pas sur ma diapositive les modèles qui décrivent le transfert cutané, qui existent également et qui sont évidemment utilisables pour tout calcul de dose. Ces modèles biocinétiques sont très utilisés en radioprotection. Le problème est qu'ils nous présentent quelques limites. Ils décrivent de façon satisfaisante la plupart des cas de contamination, qu'elles soient aiguës, qu'elles soient chroniques, qu'elles soient par inhalation, par ingestion de radionucléides, pour les travailleurs et les personnes du public. Néanmoins, ils ne prennent pas toutes les situations en considération. Ils ne prennent pas en compte l'inhalation ou l'ingestion des molécules organiques marquées en laboratoire. Là encore, on a évoqué plus tôt ce matin le cas de la thymiline tricier, et typiquement, ces modèles ne sont pas faits pour rendre compte du devenir de la thymiline tricier, donc ne peuvent pas être utilisés pour rendre compte de ce genre de molécules. De façon générale, ces modèles décrivent très mal le devenir des formes organiques de tritium. Ces formes organiques de tritium sont de différentes natures. J'ai évoqué ici des protéines, des lipides, des sucres, des acides nucléiques, mais on a également, de façon générale, toutes les molécules de synthèse tricier. On a des particules d'origine technogénique, ça a été évoqué, des particules organiques, détritiques. Toutes ces formes de tôle sont malheureusement représentées dans ces modèles, qui sont toujours réducteurs, sous un seul compartiment, le compartiment OBT, et on sait bien que ces formes n'ont pas nécessairement le même métabolisme, n'ont pas le même devenir, et donc ça va influer sur le devenir du tritium lié. Pour essayer de répondre à ces lacunes ou pour pallier ces difficultés, nous avons donc mené des expérimentations à l'IRSN qui visent à compléter les données de la littérature, justement en investiguant les comportements respectifs de différentes formes de tritium organique, en combinant des études sur des rongeurs et sur des poissons, et en combinant des études de laboratoire et de terrain, de façon à avoir un spectre d'expérimentation et de situations les plus larges possibles. La méthodologie a été évoquée tout à l'heure, donc je vais y passer très rapidement. Nous avons donc des souris qui ont été contaminées soit avec de l'eau tricier, soit avec de tritium organique donné sous forme d'acides aminés marqués à différentes concentrations. Sur ces souris, nous avons prélevé de façon régulière des organes pendant la période de contamination et d'épuration. Des stades larvaires de poissons, c'était le poisson zèbre, qui ont été contaminés de la même façon, soit avec de l'eau tricier, soit avec de la thymiline tricier à des concentrations variées. Et puis des poissons adultes, des poissons tête de boule, qui ont été contaminés encore soit avec de l'eau tricier, soit avec du tritium organique sous forme d'acides aminés, qui ont été exposés pendant 2 mois et mis à d'épuration pendant 2 mois, soit au laboratoire, soit sur le terrain. Les principaux résultats les résultats sont nombreux de ce genre d'études, et vu le temps imparti, j'ai choisi de n'en présenter que quelques-uns, sous forme d'un premier diagramme. Le diagramme que vous voyez à gauche présente la concentration ou le pourcentage de tritium retenu dans les organismes de souris lorsque ce tritium est donné sous forme d'eau tricier dans l'eau de boisson. Ce que vous observez dans un premier temps, c'est une accumulation pendant la fenêtre d'exposition, une accumulation du tritium suivie d'un état d'équilibre, puis lorsque les souris sont retirées de la source d'exposition, lorsqu'on retire le tritium, une phase de d'épuration très rapide. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Et de la même façon, ces courbes représentent les cinétiques pour 3 concentrations, et on s'aperçoit d'après ce diagramme qu'il n'y a pas de différence entre les différentes concentrations testées. Un autre graphique qui vous explique à peu près la même chose, mais cette fois-ci pour du tritium donné sous forme de tritium organique dans l'eau de boisson. Vous avez ici un graphique qui présente la concentration de tritium pour différents tissus. Et de ces courbes, il apparaît évident que puisqu'elles sont complètement similaires, complètement superposées, il n'y a aucune différence de concentration dans les différents tissus, ce qui est facile à comprendre et à admettre, puisque le tritium est réputé se distribuer de façon homogène, même quand il est donné en force de tôle, en tout cas au niveau macroscopique. Dans les cellules, c'est une autre histoire, on est bien d'accord. Et lorsqu'on le compare, ces deux graphiques, on s'aperçoit de façon assez frappante que ces deux graphiques sont strictement identiques. Et ce qui nous amène à conclure qu'en fait, il n'y a pas de différence, dans nos expérimentations, en tout cas sur la souris, entre l'eau tricier et le tôle. Et là, je me permets de mettre un petit point d'exclamation, parce que ce n'est pas ce qu'on apprend dans la littérature en général. Je reviendrai tout à l'heure dans mes conclusions. Concernant les résultats sur les poissons, nous avons de la même façon un graphique qui vous montre l'accumulation de tritium donné sous forme d'eau tricier ou de tôle, enfin en l'occurrence ici c'est l'eau tricier dans des œufs de poissons zèbres. On voit pareil une accumulation rapide et un équilibre assez rapide. Ce qui n'est pas indiqué dans ce graphique, mais vous allez me croire sur parole, c'est que ce tritium, une partie de ce tritium est transformée en tritium organique,
dans les tissus, ici à hauteur de 8%, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on savait déjà pour les autres modèles. Et lorsque j'aborde les résultats sur les poissons tête de boule, qui ont été donc, je vous le rappelle, contaminés au stade adulte, à la fois au laboratoire ou sur le terrain, on observe également une dépuration assez rapide de l'HTO, donc de l'eau tricier, qui est conforme à ce que l'on savait, une dépuration beaucoup plus lente du tol, de tritium organique, ce qui est aussi conforme à ce qu'on savait. Ce qu'on observe également dans ces poissons tête de boule, c'est que le tritium organique qui est dans les tissus, il provient bien de l'ingestion directe du tritium organique que l'on trouve directement dans le milieu, mais il provient également d'une transformation du tritium sous forme qui a été ingéré initialement sous forme d'eau tricier, qui se transforme en tritium organique. Ce n'est pas surprenant, c'est également connu et décrit dans les modèles. Dans ces expérimentations, nous n'avons pas observé de bioaccumulation avec des facteurs de concentration qui étaient inférieurs à 1. Et par contre, nous avons observé une accumulation assez importante, plus importante en tout cas, du tritium sur les manips terrain que sur les manips laboratoires, qui peuvent être probablement dues au fait que la biodisponibilité du tritium est manifestement accrue lorsque ce tritium est intégré, non pas sur des molécules marquées en laboratoire, mais en tout cas dans des matrices naturelles comme la nourriture. Donc en conclusion, très rapidement, les données obtenues avec les poissons au laboratoire et sur le terrain, sur 2 espèces, 2 stades de vie, confirment complètement les données de la littérature, qui sont que nous avons des cinétiques très rapides de l'eau tricier, une néoformation du tol, donc une transformation de l'eau tricier en tritium organique au sein du corps, et une rétention plus longue du tol, qui va évidemment donc influer sur la dose délivrée in fine. Sur la souris, les résultats obtenus avec l'eau tricier confirment également les données de la littérature. On a une accumulation rapide et indépendante de la concentration, une dépuration rapide. Par contre, les données que je vous ai montrées avec le tritium organique, en tout cas avec les acides aminés marqués au tritium, nous ont clairement apporté des données qu'on n'attendait pas sur ces cinétiques des acides aminés, et c'est à minima, ça nous conforte sur notre besoin de compléter ces investigations sur ces différentes formes de tol. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, je n'ai pas parlé des facteurs de pondération de rayonnement. J'y viendrai juste après le repas. Je vous remercie. Merci François. On va enchaîner directement avec la prochaine présentation, qui sera une présentation par Laurence Roy, qui est l'adjointe du chef du service de recherche sur les effets biologiques et sanitaires des rayonnements ionisants, et qui va nous parler des dommages à l'ADN et des effets cytogénétiques du tritium. Et puis après, nous aurons un temps d'échange. Laurence, à toi. Oui, bonjour à tous. Dans la présentation précédente, nous avons vu que la biocinétique du tritium sous forme d'eau tricier était proche de celle du tritium organiquement lié. Mais qu'en est-il finalement des effets biologiques associés, et notamment au niveau de l'ADN? Nous avons vu qu'il y a de nombreuses interrogations sur ce sujet. Et c'est notamment aussi l'une des recommandations du rapport Onsker qui parle de l'intérêt d'étudier plus en profondeur les dommages à l'ADN d'un point de vue mécanistique. Donc, qu'est-ce que l'on sait sur les connaissances sur la mesure des aberrations, des dommages à l'ADN et des aberrations chromosomiques dans les différentes études? Donc, chez l'homme, tout d'abord, il a été observé une augmentation des aberrations chromosomiques après très forte contamination par des concentrations importantes de tritium. Et une autre étude présente une corrélation entre le nombre d'aberrations chromosomiques et la concentration en tritium dans les urines chez des travailleurs utilisant du tritium, donc que ce soit des peintres ou des personnes travaillant dans l'armement, avec des concentrations de tritium dans les urines qui sont encore à ce stade, qui ont été mesurées de façon et qui sont relativement importantes. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur les études sur les rongeurs? Elles sont nombreuses. Elles se sont intéressées notamment au développement du cancer et à la mesure des aberrations chromosomiques. On peut noter que ces études ont montré une augmentation du taux de cancer chez les rongeurs, mais que la plupart de ces études ont une borne basse en termes de dose qui est autour de 0 degré, et à comparer avec les résultats des études qui vont vous être présentés, pour lesquelles la borne haute, le 0 degré correspond à la borne haute de nos études.
Donc, dans les espèces aquatiques, les études ont été faites avec des concentrations qui sont un peu plus réalistes de ce que l'on peut retrouver dans l'environnement. Voilà, donc globalement, les études que l'on trouve dans la littérature sont faites sur des temps relativement courts, des expositions maximum de 80 heures et à des concentrations élevées. Et donc, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, nous nous sommes intéressés à des expositions beaucoup plus longues et des concentrations plus faibles. Donc, pourquoi s'intéresser à la mesure des dommages à l'ADN? C'est un indicateur d'une génotoxicité d'un stresseur, donc que ce soit les rayonnements ionisants ou d'autres facteurs qui peuvent induire des cassures de l'ADN et ces cassures interviennent en amont et relativement tôt après l'exposition dans toute la chaîne des événements biologiques qui vont s'en suivre. Et donc, ces dommages à l'ADN, quand ils sont mal réparés, peuvent donner lieu à des aberrations chromosomiques qui peuvent être associées au développement du cancer. C'est une des étapes parmi les 12 étapes ou 10 étapes en fonction des schémas qui décrivent le développement du cancer. Donc, d'un point de vue schématique, un peu en lien aussi à ce qu'a présenté Pierre Verbet tout à l'heure, donc la macromolécule d'ADN est soumise à des stresseurs et qui vont causer en particulier des cassures simple brin ou des cassures double brin quand elles sont localisées géographiquement et temporellement dans le temps sur la double hélice d'ADN. Les cellules sont habituées à réparer des dommages. Les dommages à ADN, les cassures double brin sont les dommages les plus difficilement réparables. Et en cas de réparation fautive de ces dommages, on peut avoir création d'aberrations chromosomiques. Les réparations peuvent aussi être fidèles ou une absence de réparation peut causer la mort des cellules. Donc, dans notre étude, nous nous sommes intéressés à 3 niveaux de réponse biologique. Donc, nous sommes intéressés à la mesure des lésions initiales de l'ADN. Nous sommes intéressés à l'impact du tritium sur les systèmes de réparation et l'impact donc du tritium sur les aberrations chromosomiques qui résultent des défauts de réparation. Donc, les mesures qui ont été réalisées, qui vont vous être présentées, ont été réalisées selon le même schéma expérimental que celui qui vous a été présenté tout à l'heure, avec des expositions qui ont duré 1 mois ou 8 mois, avec 3 concentrations différentes, et les 2 formes chimiques du tritium, autricier ou tritium organiquement lié, donc chez des rongeurs ou chez la larve du poisson zèbre ou chez le poisson à tête de boule après 2 mois d'exposition et 2 mois d'épuration. Et donc, avec une gamme de concentration qui se situe, qui est rappelée ici, avec voilà, une gamme de concentration à la fois sur le terrain et en laboratoire, et donc en laboratoire pour les rongeurs. Donc, on ne peut pas mesurer les lésions de façon très simple. On est obligé à chaque fois d'avoir recours à des outils. Donc, les cassures de l'ADN sont mesurées par la phosphorylation d'une histone, H2AX, ou par les comètes. Ça, dans les trois modèles expérimentaux qui figurent sur la diapositive. Les systèmes de réparation, nous avons mesuré les gènes de la réparation et la cinétique de la réparation après réirradiation du sang des souris qui ont été exposées au tritium pendant 1 mois ou 8 mois, et les aberrations chromosomiques qui en résultent, à la fois sur le micronoyau qui forme des petits morceaux d'ADN qui ne sont pas intégrés à la cellule lors de la réplication de la cellule, ou des réarrangements chromosomiques entre différents chromosomes qui ont été cassés par le rayonnement. Donc, si j'en viens maintenant aux résultats, donc d'abord les résultats chez la souris. Donc, en ce qui concerne les dommages à l'ADN, nous avons vu une diminution des dommages à l'ADN dans tous nos groupes, mais celle-ci n'est significative que dans 3 conditions expérimentales qui figurent ici. Donc, pour les 2 plus fortes concentrations de tol. Donc, ici, vous avez les résultats après 1 mois d'exposition, ici après 8 mois, et donc après une exposition à l'autricier aux 3 concentrations ou au tritium organiquement lié pour les 3 autres concentrations. Et donc, cette diminution n'est significative que dans les 2 groupes exposés aux concentrations les plus élevées du tritium organiquement lié et à la concentration la plus élevée du tritium dans le poisson, du tritium libre.
donc, concernant la mesure des gènes de réparation, donc en vert, ce sont les gènes qui sont surexprimés, en rouge, les gènes qui sont sous-exprimés. Donc, on voit qu'il y a dans toutes les conditions expérimentales des variations par rapport à nos souris contrôle. Ceci dit, la variation la plus importante est observée pour le TOL après exposition au TOL pendant 8 mois, et on observe dans ce cadre surtout une sous-expression des gènes de réparation, comme si le système de réparation avait du mal à se mettre en place comme dans des souris non exposées. Concernant les cassures double brin observées après réirradiation avec une forte dose, nous observons une augmentation des cassures double brin uniquement dans 2 situations. Après exposition donc au TOL à la dose intermédiaire, la concentration intermédiaire, et à la plus forte concentration. Donc après, quand on regarde qu'est-ce qui résulte finalement de ces dommages et de ces défauts de réparation, au niveau des micronoyaux, nous n'avons observé aucune modification du taux de micronoyaux dans aucun de nos groupes exposés par rapport à notre groupe contrôle. Et nous avons observé par contre une augmentation des aberrations chromosomiques dans 6 de nos groupes. Donc les 2 groupes exposés aux plus fortes concentrations d'HTO et les 2 groupes, donc après 1 mois d'exposition, et les 2 groupes exposés après la plus forte concentration de tritium organiquement lié après 1 mois et après 8 mois. Donc, les différents paramètres étudiés ne répondent pas de la même façon et en fonction des conditions d'exposition et n'apparaissent pas toujours corrélés aux concentrations utilisées. Qu'en est-il des résultats observés dans les espèces aquatiques? Donc, chez les embryons de poissons zèbres, nous avons observé exposés jusqu'à 10 jours post-fécondation, nous avons observé une baisse des dommages à l'ADN pour la concentration de 10 puissance 4 kilobecquerels. Par contre, une augmentation pour les 2 autres concentrations, et cette variation par rapport au groupe contrôle n'est pas observée quand l'exposition est prolongée pendant 7 jours ou 10 jours. Qu'en est-il après sur les dommages à l'ADN et les micronoyaux observés chez les poissons à tête de boule? Donc ici, après 2 mois d'exposition, nous avons observé donc une augmentation des dommages à l'ADN et des micronoyaux pour la plus forte concentration, et donc d'HTO seul. D'autres études ont porté sur la mesure du TOL seul ou en combiné avec de l'HTO, et dans ce cadre-là, nous avons observé une augmentation également des dommages à l'ADN et des micronoyaux. Quand les mêmes mesures sont réalisées 2 mois après d'épuration, il y a une augmentation des dommages à l'ADN dans toutes les conditions d'observation et d'exposition. Par contre, nous n'avons pas mis en évidence d'augmentation de micronoyaux correspondante pour aucune de ces situations d'exposition. Donc, en synthèse, qu'est-ce que l'on peut tirer de tout ça? Donc, quand on regarde et compare les effets biologiques, les différents effets biologiques que nous avons mesurés, nous avons plutôt une tendance à la réduction des dommages à l'ADN, en tout cas chez la souris, et aussi chez le poisson, chez l'embryon, chez le poisson, les larves de poissons zèbres. Par contre, nous avons une modification des systèmes de réparation. Elles sont faibles, mais dans certains cas, elles ont été observées, et une augmentation des aberrations chromosomiques dans certains groupes. L'effet durée d'exposition, donc lorsque l'exposition dure 8 mois, nous avons augmentation de certains effets, mais certains effets ne sont observés que de façon transitoire. Qu'en est-il de l'effet concentration? Après la dose de 10 kilobecquerels, nous n'avons pas vu d'effet biologique chez la souris et très peu d'effets chez le poisson. Et les dommages observés restent, même pour les plus fortes concentrations, restent relativement modérés. Comparaison des effets entre l'HTO et le TOL, globalement, nous avons pu mettre en évidence plus d'effets après une exposition au tritium organiquement lié qu'après une exposition à l'eau triciée. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci Laurence pour ta présentation. Donc maintenant, nous avons jusqu'à 12h15 un temps d'échange.
Et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Bietrix pour une première question. Oui, donc je suis médecin biologiste. Je voulais simplement demander, et de façon plus générale et pour dépasser peut-être le tritium aussi, est-ce qu'il serait d'une part pertinent et d'autre part envisageable de faire des cariotypes au personnel travaillant sous rayonnement ionisant, à l'embauche éventuellement, quitte à refaire ce genre de choses ou ce genre d'examen en cours de carrière? Est-ce que ça aurait un intérêt? Alors, il existe des études, notamment en Europe de l'Est. La Croatie a fait ce genre d'études. Ce qui est quand même compliqué à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas que les rayonnements ionisants qui peuvent créer des aberrations chromosomiques. Il y a plein d'autres, disons, d'autres facteurs, d'autres génotoxiques. Et du coup, après, c'est quelle signification on va donner à cette augmentation? Il y a une augmentation aussi qui est liée à l'âge et donc au style de vie. Donc, moi, je reste assez prudente sur l'intérêt de ce type d'études. C'est un travail qui est quand même extrêmement lourd d'analyser. Pour avoir un résultat, pour avoir une signification, il faut quand même analyser plusieurs centaines, voire milliers de cellules. Voilà, pour un gain qui me semble pas toujours très, très judicieux. Merci Laurence. Une autre question par Monsieur Ancar. Bonjour. Voici une question à la fois à M. Paquet et Mme Roy, puisqu'ils ont utilisé tous les deux en tant que tôle des acides aminés marqués. Quels étaient ces acides d'abord? Première question, parce qu'il y en a beaucoup et j'aimerais bien connaître. Allô? Oui, on va répondre. J'ai la liste en tête. Je ne sais pas si François a la liste en tête. Citez-moi quelques-uns, je pourrais répondre. Est-ce que vous pouvez poser vos autres questions pendant ce temps-là? Eh bien, mon autre question est liée à ça, parce que, en fait, si ce sont des acides alpha-aminés, comme je suspecte, mais on va voir, on va nous le dire, facilement solubles dans l'eau, il n'est pas étonnant d'avoir des comportements voisins pratiquement de l'eau. Et je pense que… Enfin, dites-moi quoi, madame? François, est-ce que tu peux répondre? En fait, je proposais, je ne me défausse pas, mais je proposais de passer la parole aux expérimentateurs eux-mêmes. Il y a Yann d'un côté et il y a Béatrice Gagnère de l'autre qui vont vous donner tous les détails et surtout les causes et les raisons pour lesquelles ils ont utilisé ces acides aminés. Ok, Yann, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler des expérimentations sur les souris, où les 3 acides aminés qui ont été retenus, c'était l'alanine, la glycine et la proline. Oui, donc c'est très facile. Elles sont très solubles dans l'eau, monsieur. Alors, effectivement, tout à fait, vous avez raison. C'est d'ailleurs un des paramètres qui a orienté ce choix, puisque les animaux, comme on vous l'a présenté, ont été contaminés via l'eau de boisson. En continu, donc il fallait des acides aminés, des substances qui étaient facilement solubles, qui n'avaient pas de goût pour pas que ça influence aussi la consommation de l'eau par les animaux. Merci Yann. Côté expérimentation sur le poisson-boule, est-ce que Béatrice Gagnère peut donner quelques précisions sur ce qui a été utilisé? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, côté poisson, nous, on a utilisé de la lysine, de la leucine et de l'arginine. Donc, en fait, ont été mélangés après avec de l'huile végétale et avec de la nourriture commerciale pour poissons, en fait, qui nous a permis de faire une nourriture reconstituée et qui donc était enrichie avec ces acides aminés-là marqués en précium. Donc, lysine, leucine et arginine. Ça, c'est un petit peu plus, disons, organique, quoi. Mais les premiers tests avec les souris, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait les mêmes courbes que j'ai vues chez M. Paquet, parce que ce qu'on a choisi comme acides alpha-aminés sont extrêmement solubles dans l'eau. Donc, on aura pareil. Merci de ces précisions. Une deuxième question par DR. Est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question?
Oui, Damien Renaud à nouveau. J'en reviens pas de la réponse qui m'a été faite tout à l'heure. Finalement, je reviens à cette histoire de zone de mélange là. Je suis désolé, mais il y a une norme qui est 100 becquerels par litre dans l'eau. Il va falloir qu'il y ait des choses qui soient faites pour que cette norme soit garantie, quoi. Parce qu'on nous dit, ah oui, on constate que le mélange, il se fait mal, y compris plusieurs dizaines de kilomètres en aval des centrales nucléaires. Et finalement, une fois qu'on a dit ça, on dit, bah voilà, donc la zone de mélange, elle est indéfinie. Voilà. Je précise, je m'appelle Damien Renaud. Voilà. Merci. Alors là, on sort un petit peu des présentations précédentes. Je propose qu'on revienne à la C'était la fin de première présentation. je propose de prendre sauf si l'ASN veut faire un commentaire, Nathalie ou Christophe, supplémentaire. Je vais répondre par chat, dans le chat. Très bien, parfait. Une question suivante par Monsieur Invité. Alors, si Invité veut bien se présenter et prendre la parole, c'est à son tour. Ouvrez votre micro. Là, il est fermé. Bon, il y a quelqu'un qui veut poser une question, mais comme je n'ai pas son nom, je ne peux pas du tout l'inviter à parler. Il s'intitule Invité. C'est Mariette Gerbert. Moi, j'ai une question pour Madame Roy. Ce n'était pas moi l'invité, mais bon, ça fait rien. Voilà, Madame Roy a parlé de ses études faites notamment en Croatie et elle a présenté des facteurs comme des facteurs de confusion. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces facteurs de confusion sont en fait des cofacteurs pour un risque pathogène type cancer, type génotoxicité, etc. Donc, il faut aussi quand même penser à ça. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément des facteurs de confusion. C'est tous les facteurs qui vont conduire à une augmentation. Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche à faire chez le travailleur du nucléaire. Est-ce qu'on cherche à mettre en évidence son exposition radiologique du fait d'une augmentation des aberrations chromosomiques liées à son exposition radiologique? Bon, quand même, un moyen le plus précis de le faire, ça reste quand même le port de dosimètre, toutes les analyses qui sont faites par la médecine du travail, les analyses radiotox, s'il y a suspicion, enfin si le travailleur travaille avec des substances contaminantes, la sensibilité des aberrations chromosomiques reste quand même très supérieure à tout ce qui est capable de mesurer une dosimétrie physique. Donc c'est en ça que voilà, il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Alors, c'est sûr que on peut faire l'hypothèse qu'à partir du moment plus il y a d'aberrations chromosomiques, plus il y a la possibilité, la probabilité d'avoir un cancer. Après, il y a tellement de mécanismes qui régulent l'ensemble du processus cancérigène que c'est un des éléments parmi tant d'autres. Donc, est-ce que après partir de faire tous les travailleurs, faire ces analyses qui sont extrêmement coûteuses et chronophages, bon, et finalement, voilà, est-ce que ça va pas être aussi, ça peut être aussi plus stressant qu'autre chose. Voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on pourra en faire après, voilà. Placer plutôt à l'interprétation d'un impact sanitaire. Ça ne peut pas dire qu'un impact sanitaire est négatif parce que, comme on l'a vu avec les mineurs d'uranium, pendant longtemps on a dit oui, mais ceux qui fumaient, c'était ceux qui avaient. C'est pour ça qu'ils ont le cancer du poumon, et puis on s'est aperçu qu'il y avait une interaction entre les deux. Donc c'est ça, moi je me passe évidemment pas place du point de vue de l'impact sanitaire, épidémiologique, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas éliminer complètement l'effet du tritium d'un impact sanitaire sous prétexte qu'il y a peut-être des cofacteurs. Tout à fait. Merci, Madame Gerbert. Une question par Monsieur Henri Debois. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas une question, c'est un commentaire sur ce qui vient d'être échangé. Justement, je suis médecin du travail dans une INB et donc à propos donc, des cariotypes, hein, donc de cette éventualité. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Merci. À propos donc de ces cariotypes, éventuellement, donc j'ai entendu la question, hein, donc à l'embauche et puis éventuellement refaire des cariotypes au long de la carrière et pourquoi pas en fin de carrière. Il se trouve que j'ai écrit mon mémoire de médecine du travail sur l'éthique de la santé au travail et en matière d'éthique, si vous voulez, on a toujours du mal à faire une sélection, c'est même interdit par la loi, hein, à faire une sélection de salariés qui seraient aptes à recevoir plus de rayonnement ionisant que les autres parce qu'ils auraient un cariotype parfait, par exemple. Vous voyez, donc ce genre de choses est effectivement à manier avec beaucoup de pincettes. Je ne sais pas trop ce que l'on pourrait faire d'un cariotype à l'arrivée, enfin qui serait parfait, impeccable, donc à l'embauche, par exemple, chez un jeune. Et au bout de 40 ans d'activité professionnelle, avec, comme vous l'avez dit, effectivement d'autres facteurs qui interviennent sur ces aberrations éventuelles qui peuvent se faire tout au long de la vie par des facteurs, alors soit des facteurs confondants, soit des cofacteurs, effectivement, ça j'entends bien la remarque, mais je crois que, en tout cas, pour ce qui concerne les salariés, voilà, il faut se méfier des tests qui ont tendance à aller soit vers une sélection, soit voilà, vers quelque chose comme ça, qui serait faussement rassurant. Je vous rappelle qu'en matière de nucléaire, le principe ALARA s'impose, hein, donc c'est-à-dire que voilà, ben, on essaye vraiment de limiter l'exposition. Voilà, c'est simplement ce petit ajout que je voulais faire. Et je vous remercie beaucoup pour votre journée parce que ça nous est très utile. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne 2 questions dans le chat, une posée par Monsieur Lheureux. Si je comprends bien, on a eu dans les années 60 des niveaux de tritium suite aux essais nucléaires auxquels s'ajoute le tritium dans l'environnement et dû à l'activité humaine, nucléaire, industrie. Peut-on évaluer cette exposition de long terme au tritium sur la santé? Et j'aurais envie de donner la parole à Philippe Renaud pour expliquer un petit peu ce que nous comptons faire dans les années qui viennent. Oui, donc effectivement, une de nos préoccupations, et ça se fera dans le cadre du suivi d'une cohorte qui s'appelle Constance, où on suit un très grand nombre de personnes, 200 000 en l'occurrence sur la France. On va essayer de reconstituer l'exposome radiologique, c'est-à-dire en fait de reconstituer ces doses prises par le passé. On va essayer de remonter jusqu'aux années 50 pour les retombées des essais nucléaires, et puis on va essayer de remonter aussi le plus loin possible pour les installations nucléaires, notamment celles qui rejetaient à une certaine époque beaucoup plus de tritium qu'elles n'en rejettent aujourd'hui, et c'est le cas plus particulièrement du site de Valduc. Donc effectivement, on va essayer de reconstituer ces expositions annuelles le plus loin possible, et puis de reconstituer ainsi pour certains membres de cette cohorte qui est suivie du point de vue sanitaire, le plus précisément possible les doses qu'elles ont reçues en prenant en compte les déménagements, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le sujet nucléaire legacy, c'est-à-dire voilà, 50-60 ans de nucléaire, et qu'est-ce qu'au bout du compte on a comme conséquence en termes dosimétriques d'abord et éventuellement sur la santé ensuite. Merci Philippe, on voit bien que là on touche le sujet de une partie de l'exposome pour ceux qui savent ce que c'est-à-dire l'exposition tout au long de la vie. Une dernière question avant notre pause méridienne. Les rats, les poissons, les zèbres, OK pour l'étude, mais pourquoi pas les travailleurs brénélistes dont parlait M. Marzin? Et je propose que Dominique Laurier réponde à cette question. Oui, je pense qu'il y a un écho. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, le rapport qui a été mis sur le site il y a un mois porte sur de la toxicologie. Donc, en fait, il va s'intéresser uniquement à des mécanismes en biologie. Voilà. Et en effet, il y a deux sources d'informations sur les effets des faibles doses qui sont tout à fait complémentaires. À la fois la radiobiologie, la radiotoxicologie. C'est ce qui est dans ce rapport-là, en s'intéressant aux impacts au niveau moléculaire, au niveau tissulaire, au niveau de l'organisme entier, et puis l'épidémiologie. Et en particulier, on y reviendra cet après-midi, mais l'épidémiologie
l'épidémiologie les études sur les travailleurs sont parmi celles qui sont les plus susceptibles d'apporter des connaissances sur les effets du tritium. On verra que finalement, pour l'instant, ces résultats ne sont pas très solides, mais on en reparlera cet après-midi. Merci Dominique. Il y a une question de Monsieur Boutin dans le chat. On focalise à juste raison sur les cancers induits, mais n'existe-t-il pas d'autres pathologies? Ben, ça tombe bien puisque ça sera l'un des premiers exposés de cet après-midi. Juste avant de terminer, je vois qu'il y a encore une dernière question de Pierre Barbet, donc ça sera la dernière de la matinée. Pierre, c'est à toi. Oui, merci Jean-Christophe. Je voulais aussi, c'est par rapport à l'intervention de François Paquet tout à l'heure, lui dire que j'apprécie le point d'exclamation qu'il a mis quand il a présenté ses résultats de façon très honnête. Évidemment, je ne mets pas en doute la qualité du travail qui a été fait par les équipes canadiennes et l'IRSN. Néanmoins, ces résultats, j'avoue, quand je les ai lus, m'ont particulièrement surpris. Et si je prends acte de l'étude de l'IRSN, cette étude ne peut pas effacer toutes les études antérieures qui démontrent des approches biocinétiques complètement différentes lorsqu'on a du tritium libre et lorsqu'on a du TOL. Et je dois dire que voir des résultats où la cinétique d'épuration est la même pour le tritium organifié, ingéré et le tritium libre me surprend complètement. Donc ça, c'est un premier point. Il faudra donc, je crois, poursuivre la réflexion sur le sujet. Le deuxième point, c'est qu'en ce qui concerne ce tritium organique, lorsqu'on incorpore des acides aminés, en fait, il y a quand même très grossièrement deux types de protéines. Des protéines qui ont un turnover extrêmement rapide qui jouent dans les activités métaboliques, et il y a les protéines de structure qui, elles, sont avec un turnover beaucoup plus lent. Est-ce que la question du choix des acides aminés en regard de ces deux grands groupes de protéines a été évoquée par les auteurs? Je donne pour commencer la parole à François pour le premier point. Oui, le premier point, alors je te rassure Pierre, hein, il n'était pas dans notre objet et dans nos conclusions d'éliminer toutes les études que l'on connaît sur les cinétiques du TOL qui sont, comme tu le dis, complètement différentes de ce qu'on a observé. Le seul point que l'on voulait mettre à l'honneur ou en exergue, c'était le fait que justement, en tant que scientifique, il faut qu'on ait l'honnêteté d'admettre qu'on ne sait pas tout. Voilà, et on ne sait pas tout, et particulièrement sur le TOL, qui, comme je le disais en introduction, est une boîte noire aujourd'hui qui comprend de très nombreuses formes et qui ne sont aujourd'hui modélisées que sous une seule forme. Donc notre conclusion est de dire, ouvrons cette boîte de Pandore, essayons de discerner et de distinguer différentes formes de TOL qui nous conduiront certainement à des modèles différents et peut-être, espérons-le, à des coefficients de dose différents un jour. Merci François. Sur le deuxième point, le choix des acides aminés, est-ce que soit Yann, soit Béatrice veulent faire un commentaire? Je peux faire un petit commentaire, oui. Moi, je pense que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Hein. Le choix des acides aminés et leur incorporation dans les protéines a influencé effectivement sa rétention. L'hypothèse qui a été d'ailleurs écrite dans la publication sur cette biocinétique va dans ce sens-là, hein, c'est qu'on aurait probablement une rétention différente avec d'autres acides aminés, avec des molécules triciées liées à des acides gras, à des carbohydrates, etc. Donc c'est une perspective ouverte, effectivement, de tester d'autres acides aminés. Encore une fois, le choix a été fait pour pouvoir les contaminer à une dose maîtrisable, à un mélange équimolaire de ces trois acides aminés, à des acides aminés qui étaient disponibles commercialement aussi, hein, pour avoir quelque chose de très normalisé. Voilà. Mais d'autres choix pourraient être faits et effectivement, ça influencerait probablement la rétention nutritionnelle. Bon, on a mal entendu la fin, mais je donne juste la parole à Béatrice si elle a un commentaire à faire et puis après, on arrête. C'était vraiment pour appuyer le commentaire de Yann. Hein. C'était vraiment aussi un choix qui est fait par rapport à ce qui existait dans le commerce. On est conscient que ce n'est pas forcément représentatif de tout ce qui peut,
tout ce qui peut rentrer dans la nourriture naturelle dans le régime alimentaire du poisson. Et donc, le tritium peut aussi s'incorporer dans des lipides, dans des carbohydrates, dans l'ADN, etc. Mais là, bon, c'est le choix qui avait été fait dans le cadre de cette manip et d'autres choix pourraient être faits pour étudier d'autres types de biomolécules. Merci Béatrice, ça sera le mot de la fin pour ce matin. Donc, c'est la pause déjeuner. Nous vous donnons rendez-vous à 13h25, sachant que nous attaquerons à 13h30 pile. Et donc, nous vous souhaitons un très bon appétit et à 13h25. Merci. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure.